Je m'appelle José Oliveira, je suis interne en psychiatrie à Lisbonne et je vais vous présenter aujourd'hui une présentation sur le terrain immunogénétique des troubles bipolaires. Bonjour et avant tout merci de cette invitation qui est très gentille, je suis très content d'être là. Donc je vais vous parler du terrain immunogénétique des troubles bipolaires. Cette présentation contient des résultats de ma thèse de sciences que j'ai soutenue l'année dernière sous la direction du professeur Marion Leboyer, du docteur Riyad Moussa. D'abord, les troubles bipolaires sont des troubles chroniques qui touchent à peu près 1% de la population. Ça se caractérise par des changements d'humeur qui sont plus ou moins sévères, des phases dépressives et des phases maniaques. Et entre ces deux phases aussi, des phases qu'on appelle de euthymiques, mais qui restent quand même une période parfois de très grand dysfonctionnement pour les patients parce qu'ils présentent encore des troubles de sommeil, une diminution de ces capacités cognitives par exemple. Et plus le temps passe, on remarque aussi que plus ils accumulent des comorbidités psychiatriques et autres médicales. Les troubles bipolaires, ils sont une grande cause, très importante, la 4e d'incapacité chez les jeunes personnes, mesurée en termes d'années de vie ajustées sur l'incapacité. Ça réduit aussi l'expérience moyenne de vie de 9 à 20 ans. Et ce qui est très remarquable aussi, c'est la prévalence de comorbidité. Ici, un exemple, dans la population française, une prévalence à peu près de 20% de syndrome métabolique chez les patients bipolaires. Donc, étudier son étiologie nous semble très important pour mieux diagnostiquer, mieux traiter, mais on parle aussi d'une étiologie qui est très complexe parce qu'à la fois, on a plein de facteurs génétiques impliqués et plein de facteurs de l'environnement. Donc la prévalence dans la population générale tourne autour de 1%. Pour les apparentés en premier degré, ça augmente pour 5 à 10% et pour les jumeaux monozygotes, 40 à 70%. Donc ça ne fait pas non plus 100%, donc on se doute, il y a des facteurs environnementaux impliqués, sûrement. Et ça a été suggéré par des études qui comparent l'héritabilité prévue par des études chez les jumeaux monozygotes et celles prévues par les études de génétique moléculaire, qu'il y a un gap en suggérant qu'il y a des facteurs environnementaux qui interviennent. De ce côté, à gauche, plein de facteurs génétiques sont impliqués, plein de gènes et plein de voies sont impliquées. On peut parler des voies, des gènes impliqués dans la neurotransmission, mais aussi dans la stabilité des synapses, dans la régulation du sommeil, syndrome métabolique. Enfin, chacun d'entre vous aura certainement des connaissances là-dessus, aussi des gènes de l'immunité. Ce qui est aussi remarquable, c'est que les variants impliqués sont souvent des variants communs dans la population, avec un effect size qui n'est pas non plus énorme. Donc on s'attend à des interactions gène-gène et des interactions gène-environnement. Donc c'est cet environnement à risque qui va dévoiler un peu le risque, la vulnérabilité ou susceptibilité à avoir un trouble de l'humeur plus tard. Parmi les facteurs de l'environnement, on peut parler des infections, par exemple, le trauma dans l'enfance, le stress, certaines drogues, les complications pendant la grossesse, l'accouchement. Et il semble que cette histoire, elle est très particulière à chaque personne. Et c'est une phrase que j'ai adoptée pour cette présentation. L'idée, c'est un peu que toute famille heureuse, elle se ressemble. Mais chaque famille malheureuse, dans ce cas-là, chaque patient, il a son propre histoire, son propre parcours. Et donc,
ça nous fait penser aussi, projeter cette pensée à la médecine personnalisée, médecine de précision. Donc en regardant les facteurs à risque environnementaux, on a l'impression que plein de ces facteurs, ils s'accumulent très tôt dans la vie, ils arrivent très tôt dans la vie, ce qui est aussi logique, parce que c'est aussi très tôt dans la vie qu'on est plus vulnérable, notamment le système nerveux central est en plein développement. Je veux souligner l'importance ici des infections, notamment la grippe pendant la grossesse, dans la période périnatale, et donner un peu l'idée que peut-être il y a un effet cumulatif de ces facteurs de risque pendant la vie d'une personne. Et c'est cette cumulation de mauvais événements, d'adversités, qui peut déclencher finalement une maladie. Ça, c'est un modèle qui a été proposé aussi pour d'autres maladies en dehors de la psychiatrie, pour les cancers notamment. Donc, la grippe pendant la grossesse, ça peut augmenter le risque d'avoir un enfant bipolaire de à peu près 4 fois. D'autres pathogènes ont été impliqués, notamment le Toxoplasma gondii. On trouve une séroprévalence augmentée chez les patients et un odds ratio d'à peu près 2, 3. Aussi le HSV1, c'est un virus herpès. On trouve dans plusieurs papiers une association entre cette infection et un fonctionnement cognitif pire chez les patients, ce qui n'arrive pas chez les témoins sains. Et la question qu'on se pose, c'est quoi le lien en commun entre les infections et le développement de cette maladie? Est-ce que ce sont des facteurs qui sont particuliers à chacun de ces pathogènes, ou est-ce qu'il y a une voie commune? On peut penser au système immunitaire, parce que c'est celui-là qui est responsable par la protection contre les pathogènes. Ce qu'on retrouve aussi chez les patients, c'est que ce système immunitaire, il semble être dérégulé, dysfonctionnel chez les patients. Il y en a plusieurs raisons pour dire ça. Au niveau systémique, c'est-à-dire à la périphérie, là où c'est plus facile d'étudier, parce que c'est très accessible, le sang, le sérum, on voit une augmentation de plein de cytokines pro-inflammatoires. Cette augmentation des cytokines, elle semble être indépendante du traitement. Et aussi, il y a des différences entre les différentes phases psychopathologiques. Et ce qu'on regarde aussi, c'est une augmentation des protéines de phase aiguë de l'inflammation, la plus étudiée étant la protéine C réactive, mais aussi au niveau cellulaire, une activation pro-inflammatoire des cellules T et du système monocyte macrophage. Très peu d'études on peut regarder au niveau du système nerveux central, mais il y a des résultats très intéressants au niveau du LCR, notamment une augmentation aussi des protéines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, bêta, et dans des études post-mortem de cerveau, on montre une expression augmentée des marqueurs d'inflammation. Donc on voit bien que c'est une maladie à étiologie multifactorielle, mais aussi c'est une maladie peut-être multisystémique. Et l'inflammation aura un lieu dès le début, dans la propre étiologie de la maladie. Elle peut avoir des implications dans le développement, la progression de cette maladie jusqu'au diagnostic, et après le diagnostic, peut-être dans le développement de plusieurs comorbidités qui ont elles aussi un terrain inflammatoire qui est très très connu. En fait, ça c'est une étude de ce centre dans la population française qui montre que la prévalence du syndrome métabolique est 2 fois
plus grande chez les patients que dans la population générale. Et ce qui est alarmant, c'est qu'à peu près 3/4 de ces patients ne sont pas convenablement traités pour ces comorbidités. C'est peut-être ça qui explique un excès de mortalité chez les patients bipolaires dû aux troubles cardiovasculaires. Aussi, d'autres comorbidités sont observables, notablement les troubles auto-immunitaires comme la thyroïdite auto-immunitaire, mais aussi plein d'auto-anticorps ont été décrits, comme le GAD65 par exemple. Il semble aussi que les enfants des patients bipolaires, ils ont une susceptibilité augmentée à faire des troubles thyroïdiens indépendamment d'un diagnostic de troubles de l'humeur après. Plein de maladies auto-immunitaires ont été associées, comme la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, etc. Il semble que ces phénomènes auto-inflammatoires, auto-immunitaires d'ailleurs, ils peuvent précéder le diagnostic, le déclenchement d'un trouble bipolaire. Ça, c'est une étude danoise. Ils ont regardé dans la population les constats hospitaliers pour un trouble de l'auto-immunité, par exemple. Ils montrent que un trouble auto-immunitaire augmente le risque d'un trouble bipolaire de 45%. Une hospitalisation précédente pour une infection augmente le risque de 62%. Et le plus on a d'événements, le plus on augmente le risque d'être diagnostiqué bipolaire. Et avoir les deux facteurs, ça a un effet cumulatif, additif. Ça suggère que peut-être toute cette pathophysiologie commence très tôt dans la vie. Il y a des études qui montrent, par exemple, que la protéine C-réactive elle est déjà augmentée chez les enfants bipolaires, que cette inflammation précède. Cette étude de Kandaker de 2014 montre que des taux élevés d'interleukine 6 dans l'enfance sont prédictifs de symptômes psychotiques et de l'humeur dans l'adolescence, et que des marqueurs de l'inflammation sont augmentés chez les enfants des patients bipolaires. Donc, on a l'implication du système immunitaire, probablement, des facteurs d'environnement, mais une génétique qui est ne pas seulement en interaction avec l'environnement et le système immunitaire. Cette génétique, elle code elle-même des facteurs indispensables pour la réponse immunitaire, et cette partie de la génétique, on l'appelle de immunogénétique, donc celle qui contrôle les réponses inflammatoires. Cette immunogénétique qui explique une partie des différences interindividuelles de la réponse inflammatoire, elle peut être donc associée à la vulnérabilité aux pathogènes, aux conséquences de ces infections, au développement de comorbidités, au déclin cognitif, et plein d'études, je dirais très peu, malheureusement, ont regardé certains marqueurs de l'inflammation au niveau génétique, notamment CCL2 ou MCP1. C'est une chemokine. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est juste pour montrer que ces études, malheureusement, interleukine 1, interféron gamma, interleukine 10, interleukine 6, ils ne sont pas très consistants, ils n'ont pas été faits dans de très grandes populations, ils ne sont même pas parfois concordants, ils sont contradictoires. Je vous ai montré des études non HLA. Les études GWAS montrent que cette région du chromosome 6, du petit bras du chromosome 6, est très impliquée. C'est une des régions les plus hétérogènes
décrites pas seulement dans les troubles bipolaires, mais aussi dans la schizophrénie et d'autres troubles psychiatriques comme l'autisme. Nous nous sommes intéressés, et moi particulièrement pendant ma thèse, à regarder le système immunitaire. Ce qui me semble très logique parce que le système immunitaire, et particulièrement sa partie innée, elle est en contact direct avec des facteurs de l'environnement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les infections. Ce système immunitaire inné, particulièrement une famille de protéines PRR, Pattern Recognition Receptor, ce sont des récepteurs à pathogènes. Elles reconnaissent la présence d'un pathogène, elles sont exprimées au niveau de la membrane cellulaire ou dans le cytoplasme. Elles déclenchent une réponse inflammatoire tout de suite en attendant que les anticorps soient produits 5 jours plus tard et en évitant que cette infection se propage. Ce sont des gènes candidats très logiques parce que, dû aux pressions de sélection, il y a des variants génétiques qui sont fonctionnellement relevants. Aussi parce que, au-delà de la réponse anti-infectieuse, ces récepteurs ils sont sensibles aussi à des molécules endogènes issues du stress oxydatif, de l'apoptose, par exemple. Ce sont des phénomènes aussi qui ont été décrits chez les patients bipolaires, notamment au niveau du système nerveux central. Et parce qu'ils sont exprimés non pas seulement par les cellules du système immunitaire, mais aussi dans l'intestin, par exemple au niveau des cellules épithéliales, et dans le système nerveux central par la microglie et aussi par les neurones. Parmi toutes les protéines qui composent cette grande famille, les PRR, il y a une famille qui a été la plus étudiée et qui est peut-être la plus importante, c'est la famille des Toll-like receptors, ça fait TLR, voilà. Il y en a beaucoup qui ont été décrits, plus ou moins 13 chez l'humain. Je ne sais pas s'ils sont tous représentés là, mais certains sont tous membranaires, certains dans la membrane cytoplasmatique, d'autres dans l'endosome. Nous nous sommes intéressés à TLR4, il est très important, ça a été le premier découvert. Il reconnaît le lipopolysaccharide des bactéries gram-positives, mais aussi plein d'autres micro-organismes, notamment les phospholipides des parasites Toxoplasma gondii. Il déclenche une voie inflammatoire via MYD88 et active un facteur de transcription qui est très très important pour l'activation de l'expression des gènes liés à l'inflammation. Ce facteur s'appelle NFKB, qui va activer l'expression de cytokines, chémokines et des protéines co-stimulatoires, notamment CD80, CD86. Nous avons choisi des variants génétiques, des SNP, qui ont été étudiés avant pour des associations avec des maladies inflammatoires ou neuropsychiatriques et pour son impact fonctionnel. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y a une prévalence augmentée du génotype homozygote pour l'allèle A de ce polymorphisme dans la région promotrice chez les patients, plus prévalent chez les patients que chez les témoins. Et de l'autre côté, du génotype homozygote pour l'allèle T, d'un autre polymorphisme dans la région régulatrice 3 ou TR, qu'on retrouve le plus fréquemment chez les patients que chez les témoins. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette association elle est spécifique d'un sous-groupe de patients, les patients à début précoce, c'est-à-dire ayant un début de la maladie avant l'âge de 22 ans. Cette association n'a pas été confirmée chez les patients à début tardif. Ça nous semble aussi logique parce que cette sous-population elle a été décrite comme étant plus sévère, mais aussi cliniquement et génétiquement plus homogène. En termes de mécanismes, sans trop entrer dans le détail, c'est probable que ces polymorphismes, par ces localisations, dans la région promotrice
et dans une région régulatrice qui interfèrent dans les mécanismes d'expression de TLR4. Et les génotypes que nous avons trouvés chez les patients, plus fréquemment chez les patients, ils sont potentiellement associés à une diminution de l'expression de cette protéine. Ce qui nous a fait penser à une hypothèse de une faible réponse anti-infectieuse chez ces patients. On a voulu poursuivre cette recherche en regardant la protéine la plus pléiotropique dans sa fonction. Donc, ça veut dire qu'elle reconnaît plein de molécules. D'un côté, les bactéries, c'est pour cela qu'elle a été décrite, les bactéries gram-positives, mais plein d'autres éléments, de plein d'autres micro-organismes. Il semble que cette protéine collabore aussi avec TLR4 dans la réponse immunitaire innée contre le Toxoplasma gondii. Elle partage une voie d'activation par les MIREC D88 avec TLR4 aussi. Nous avons de la même façon choisi des variants pertinents parce qu'ils étaient associés à des maladies neuropsychiatriques ou des maladies inflammatoires, des troubles de l'inflammation générale, et nous n'avons pas trouvé d'association en analysant, en faisant une analyse cas témoin. Ce que nous avons trouvé, c'est que ce polymorphisme dans l'exon 3 est associé à la maladie, au trouble bipolaire à début précoce, quand on compare le sous-groupe à début précoce avec le sous-groupe à début tardif. Et en regardant l'impact fonctionnel de ce polymorphisme, on regarde que le génotype qu'on retrouve plus fréquemment chez les patients à début précoce, il est associé à une diminution de la production de cytokines, ce qui nous donne encore la même idée de que peut-être il y a une diminution, au moins une vulnérabilité aux infections, j'allais dire une diminution de la réponse anti-infectieuse. Dans la littérature en général, ce groupe de protéines n'a pas été encore très étudié, mais je veux faire ressortir cette étude que je trouve assez intéressante. Donc, ils ont créé une souris knockout pour TLR2, ça veut dire qu'elles n'ont pas du tout de TLR2. Ils ont regardé le phénotype au niveau comportement et conditions notamment, et ils ont découvert, ils suggèrent que c'est un phénotype schizophrénia-like, parce qu'il y a une hyperlocomotion, comme vous voyez ici à droite, il y a des comportements anxieux, il y a Prepulse Inhibition Deficits, je ne sais pas expliquer en français, il y a l'isolement social, un déclin cognitif et un enlargement des ventricules. Ce phénotype, il paraît être inhibé, enfin, on empêche la manifestation de ce phénotype en donnant des antipsychotiques, notamment l'halopéridol ou la clozapine. D'autres évidences, par exemple, dans les troubles bipolaires, pentrexine 3, une protéine très importante dans la cascade du complément, on la retrouve diminuée chez les patients bipolaires au niveau du sérum quand on compare avec les témoins sains. Cela n'a pas été trouvé chez les patients schizophrènes dans cette étude. Une autre information importante, c'est la protéine MASP2 qu'on retrouve aussi diminuée chez les patients bipolaires à la périphérie quand on compare avec les témoins sains. Et cela semble être dépendant de certains polymorphismes qui ont été trouvés plus fréquemment dans cette population bipolaire et qui modulent cette expression. Donc, les auteurs de cette étude suggèrent qu'il y a des défauts de réponse immunitaire innée qui sont, eux, héréditaires. Donc, nous avons proposé, dans un modèle très simplifié, qu'une diminution de la réponse anti-infectieuse pourrait être associée à une augmentation de la susceptibilité aux troubles bipolaires. À ce point-là de nos travaux, je me suis intéressé logiquement à des potentielles interactions entre des marqueurs génétiques que nous avons décrits et des facteurs de l'environnement. Logiquement, les infections et
tout en gardant un modèle général de résilience, vulnérabilité à des insultes cumulatives dans la vie. Ici, il faut regarder juste du côté de l'infection, Toxoplasma gondii, grippe, HSV. Normalement, ce sont des infections communes dans la population. Normalement, il y a une résolution de cet événement infectieux par le biais de la réponse immunitaire et on revient à la homéostasie. Mais on peut aussi penser que dû à une vulnérabilité, parce qu'on est porteur de plein de polymorphismes de vulnérabilité et on est malheureusement trop exposé à des facteurs à risque, on gagne une perméabilité à d'autres facteurs de l'environnement plus tard dans la vie. Voilà, donc il y aurait une partie de la population qui a des facteurs génétiques à risque, une autre moitié qui ne l'a pas. Dans cette moitié qui est génétiquement à risque, il y a des gens qui sont exposés à des facteurs de l'environnement, il y a des gens qui ne sont pas exposés. Donc c'est cette dernière partie, génétiquement vulnérable et avec une histoire d'exposition à des facteurs de l'environnement, que l'on souhaite étudier. Cela a été déjà fait dans une étude très intéressante, c'est une JWAS, mais qui inclut le facteur environnement en testant l'interaction avec l'environnement. Dans cette étude, chez des patients schizophrènes, les chercheurs ils ont trouvé un nouveau locus, CTNNA3. C'est un gène qui n'avait jamais été décrit avant, un gène à risque. Et là, il a été trouvé parce qu'on a stratifié cette population en deux parties. Une partie qui n'avait pas été exposée au cytomégalovirus pendant la grossesse et une partie que oui. D'autres études ont testé cette hypothèse, notamment HSV2 pendant la grossesse, et des gènes candidats, cette fois-ci, qui codent pour des des protéines composantes du récepteur NMDA. Et ce qu'ils ont trouvé, une association statistiquement significative, une interaction qui est statistiquement significative. Et ce qui est intéressant, c'est que l'odds ratio de ce polymorphisme, il est complètement différent quand on regarde une population qui est positive pour HSV2 pendant la grossesse et la population qui est négative. Une autre étude montre pour HSV1, en faisant une autre démarche encore, ici, comme j'avais dit avant, HSV1 avait été associé à un déclin cognitif. Le gène un polymorphisme du gène de la COMT aussi. Et ici, ils ont mis l'hypothèse que peut-être il y a une interaction entre les deux. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a un effet additif, avoir un gène à risque et une infection à risque associée avec le même phénotype, mauvais fonctionnement cognitif, un effet combiné cumulatif. Nous avons testé cette hypothèse en testant notre population, 138 patients bipolaires et 167 témoins sains, pour la séropositivité à certains pathogènes, notamment Toxoplasma gondii, cytomégalovirus, HSV1 et HSV2. Ce que l'on retrouve, c'est qu'il y a une prévalence augmentée de la séropositivité pour Toxoplasma gondii, même si on ajuste pour l'âge à l'inclusion. Nous avons génotypé cette population pour les polymorphismes qui avaient été associés avec les troubles bipolaires avant. Malheureusement, on ne retrouve pas d'association génétique, ce qui en psychiatrie est plutôt la règle que l'exception. On a du mal à répliquer les résultats, surtout dans le plan génétique. Ça peut être dû à une plus petite taille de cette population, ça peut être dû aussi à la hétérogénéité de cette cohorte, qui est une cohorte différente de celle que je vous avais montrée avant. La cohorte présentée avant était une cohorte qui avait été faite
pensant particulièrement dans la recherche des marqueurs génétiques. Elle est plus homogène sur le plan ethnique notamment. Nous avons quand même testé cette possibilité, qu'il y aurait une interaction entre les polymorphismes étudiés et les infections. Et ce qu'on trouve, c'est, avant correction, une interaction entre TLR2, le polymorphisme décrit avant, et Toxoplasma gondii. Et on remarque que, pareil comme le papier HSV2, l'odds ratio, il change complètement. Il est il est proche de 1 dans la population positive et il est positif de 2,3 à peu près dans la population toxo-négative. Après correction pour des comparaisons multiples, une correction de Bonferroni, notre discussion s'arrête là parce que le résultat n'est pas statistiquement significatif, mais je pense que cette démarche, elle est très importante. Il faut l'inclure si on veut trouver de nouveaux marqueurs et confirmer nos hypothèses d'interaction avec des facteurs d'environnement. Nous avons aussi regardé un autre facteur qui, comme les infections, a été très fortement discuté dans la littérature et c'est un des facteurs les plus consistamment associés, c'est le trauma dans l'enfance. Et ce qui est intéressant dans les événements traumatiques tôt dans la vie, notamment dans l'enfance, c'est qu'il déclenche aussi une réponse biologique qui peut être protectrice. Et dans cette réponse du système du système biologique, on peut trouver une augmentation aussi, une implication du système immunitaire, notamment une augmentation de la CRP, de l'interleukine 6 et de notre cytokine TNF-alpha. Ici, il y a 3 remarques importantes à faire. C'est que ne pas seulement l'exposition à un stress augmente de façon aiguë l'inflammation, cette inflammation, elle peut rester chroniquement dysfonctionnelle. Donc ça peut avoir un impact sur la façon dont notre système immunitaire fonctionne toute notre vie. Et aussi, les adultes, avec une histoire d'exposition à un trauma dans l'enfance, quand ils sont testés, exposés à un stress, ils font beaucoup plus d'inflammation que les personnes sans cette histoire, sans ce passé. Cette inflammation peut être le lien entre l'association entre trauma dans l'enfance et d'autres maladies psychiatriques, et pas que, notamment diabète, athérosclérose, des troubles cardiovasculaires. Ici, on voit une association entre abus émotionnels et les troubles bipolaires. Et on voit aussi que ça peut être les traumas dans l'enfance peut être aussi associé à un phénotype plus sévère. Notamment dans cette étude, on voit que l'abus dans l'enfance est associé avec un âge de début plus précoce de la maladie. En termes d'interaction gène-environnement, cela a déjà été fait, pas avec des gènes d'inflammation, mais avec le gène BDNF. Et on voit bien que l'association entre abus sexuels et âge de début d'un trouble bipolaire, elle est médiée par l'allèle méthionine de ce gène BDNF. Cette différence, elle est statistiquement significative en présence de cet allèle. Nous avons mis l'hypothèse d'une probable interaction avec des gènes liés à l'inflammation. Et ça nous semble très logique aussi. Dans cette étude, par exemple, faite dans les souris ont été exposées à l'inflammation pendant la grossesse. Donc on a stimulé les TLR pendant la grossesse. Et plus tard, pendant l'adolescence, ces souris ont été testées, exposées à plusieurs paradigmes de stress. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un synergisme entre les deux facteurs. Comme si, en fait, l'exposition à un stress plus tard dans la vie
dévoilerait une vulnérabilité acquise beaucoup plus tôt, mais qui n'était pas visible. On voit que ce synergisme, il agit au niveau du comportement, de la neurotransmission, mais aussi au niveau de l'inflammation du système nerveux central, notamment l'expression montée de marqueurs d'inflammation par la microglie. On sait très bien que la microglie exprime les TLR et que cette voie des TLR, elle est sollicitée aussi quand on est exposé à un stress. Donc la question qu'on se pose, c'est que la diversité génétique liée à des gènes du système immunitaire, elle peut être aussi impliquée dans la vulnérabilité à des stress psychosociaux. Ce que nous avons trouvé, c'est que avoir les deux facteurs à risque, gènes à risque et environnement à risque, dans ce cas-là, le polymorphisme de TLR2, que je vous ai montré avant, et une histoire d'abus sexuels pendant l'enfance, est associé à un début plus précoce. Ici, vous voyez le pourcentage cumulatif des patients de 0 à 100%, l'âge de début et 4 groupes. Et celui en rouge est le groupe qui porte les deux facteurs à risque. Voilà. Donc, pour finaliser, on va essayer de mettre tout ça dans un modèle global. Donc, on peut imaginer plusieurs événements adverses dans la vie, très tôt dans la vie, les infections qui peuvent arriver à la naissance ou même pendant la grossesse. Les conséquences de ces infections chez l'individu, elles peuvent être dépendantes de l'immunogénétique, notamment TLR2, HLA, interleukine. Voilà. Plus tard dans la vie, on peut être exposé à d'autres stress et ça peut dévoiler l'effet de ces premiers événements, l'effet qu'ils ont eu dans notre neurodéveloppement. Cela peut aussi dépendre d'une génétique à risque, notamment des gènes liés à la neuroplasticité, liés à la régulation émotionnelle, comme le transporteur de sérotonine, ou liés à l'axe HPA. Donc ces insultes très fortes, comme les études suggèrent, ils peuvent déréguler chroniquement cette réponse inflammatoire et augmenter la susceptibilité à la maladie, et pas que, aussi augmenter la vulnérabilité à des formes plus sévères, notamment qui commencent plus tôt. On peut ajouter d'autres facteurs de risque, il y en a plein décrits, et aussi des dimensions de vulnérabilité propres à chaque individu. Pour augmenter la qualité de la recherche, c'est important d'augmenter la qualité des données. Et là, je vais me concentrer sur la qualité des données dans ce qui concerne les infections, parce que ça a été une limitation de notre étude d'interaction gène-environnement, une limitation probable. C'est qu'il faut bien décrire le type d'infection, logiquement. Donc, si elle est bactérienne ou pas, quelle bactérie, c'est un parasite, donc quel type d'infection, son intensité, à quel point dans la vie est-elle arrivée, la localisation de l'infection. Par exemple, est-ce que Toxoplasma gondii, je veux dire, si on a des anticorps, on sait qu'on a été exposé, mais on ne sait pas trop à quel point. Est-ce que ça a été juste une inflammation intestinale? Est-ce qu'il s'est enquisté dans les muscles? Ou est-ce qu'il est vraiment arrivé dans le cerveau? Et la localisation, si on pense à ça, aussi l'extension. Est-ce qu'il est arrivé dans le cerveau ou est-ce qu'il est très peu touché? Est-ce que cette personne a beaucoup de parasites? Quelles sont les localisations dans le cerveau? Le type d'immunité qui a été sollicité. Comme ça, on pourra mieux répondre aux questions posées dans les études gène-environnement. Aussi, dans ce qui concerne la problématique de cette fenêtre d'opportunité, je voudrais montrer cette étude qui me semble très intéressante. En fait, ici, on voit 3 phases dans la vie. Ce n'est pas une étude de suivi. Ce sont 3 tranches d'âge.
dans une population composée d'individus différents. Et donc on a les adolescents, les jeunes adultes, les adultes, et ici à gauche, les témoins sains, et à droite, les enfants de patients bipolaires. Et on voit que pendant l'adolescence, il y a une augmentation de l'expression de gènes liés à l'inflammation dans les monocytes qui circulent dans le sang. Ils ne sont pas malades. Hein. Et que cette expression de marqueurs de l'inflammation diminue avec le passage du temps. Donc il semble avoir une dérégulation qui est héréditaire, peut-être, dans une période précise de la vie. Pour ça aussi, c'est important de savoir à quel moment les facteurs interviennent. Je voulais aussi suggérer que c'est important de voir à quel point les malades, ils gèrent mal peut-être les infections ou les événements qu'ils souffrent. Parce que le risque de pneumonie est augmenté chez les patients bipolaires. La mortalité par grippe et pneumonie est aussi augmentée parce que à peu près 18% des patients avec une psychose affective admis à l'hôpital ont des signes d'infection du trait urinaire, du système urinaire, contre seulement 3% dans la population générale. Ça peut être dû à plein de raisons, mais ça peut être dû aussi à cette dysfonction qui n'est pas vraiment très visible. Ce n'est pas un trouble inflammatoire en soi, mais qui est présente et qui peut faire plein de gènes. Cette étude qui a été publiée très récemment montre, ici on voit 3 sous-groupes de patients schizophrènes en bas, de patients à ultra high risk, ultra haut risque, et des témoins sains. Et on voit, le plus orange l'image est, le plus la microglie est activée parce qu'elle capte plus de cette molécule marquée. Et donc on voit qu'il y a une activité de base de la microglie chez les témoins sains. Quand les patients sont à risque, les gens à risque, ils ont une augmentation déjà de cette microglie. Les schizophrènes, clairement, ils ont une microglie active de façon probablement excessive. Dans cette partie du milieu, dans des personnes à risque, ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est qu'il y a une corrélation entre l'intensité de cette activation et la sévérité des symptômes présentés. Donc on se pose naturellement la question, que se passerait-il chez ces individus si on pourrait juste apaiser cette inflammation? Donc je pense que pour les bonnes choses dans la vie, on se dit il vaut mieux tard que jamais. C'est clairement pas le cas dans le trouble bipolaire, il vaut jamais que tard, mais aussi il vaut mieux tard que tôt, parce qu'on sait le plus tôt on diagnostique, le plus sévère le pronostic. Mais par contre, le plus tôt on détecte, peut-être le plus tôt on intervient et cette personne aura quand même un pronostic amélioré. Donc, si on ne peut pas encore trop comprendre ce qui se passe très tôt dans la vie et intervenir à ce point-là, on peut déjà, à nos jours, peut-être envisager d'intervenir dans des thérapies adjuvantes, par exemple, en traitant les comorbidités, en détectant les phénomènes auto-immunitaires et en les apaisant. Je vais juste montrer une étude qui montre un certain bénéfice de la thérapie adjuvante avec N-acétylcystéine, un antioxydant, et ça améliore la symptomatologie présentée par les patients. Voilà. Je voudrais remercier tous les organismes et toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette recherche et remercier beaucoup, beaucoup votre attention. Voilà.